Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On est en compagnie de Patrick, salut à toi. Oui, bonjour Nico, bonjour tout le monde. Et alors aujourd'hui on va parler d'une voiture qui est assez rare, assez atypique et qu'on ne croise pas souvent sur nos routes françaises. C'est ta voiture? Tout à fait, donc c'est une Opel GT que j'ai depuis 3 ans, c'est un modèle 2009. La production a été faite de 2007 à 2009 jusqu'à la fermeture de l'usine GM aux États-Unis. Alors c'est marrant parce que quand on pense à l'Opel GT, on s'imagine la voiture des années 70. Là on est sur une philosophie un petit peu différente. Tout à fait, j'ai la chance aussi d'être propriétaire d'une Opel GT de 1969 qui avait pour inspiration la Corvette. Elle avait été dessinée d'ailleurs par celui qui avait dessiné les Corvettes. Donc elle avait l'appellation de Corvette européenne. Mais ça n'a rien du tout, hormis le nom GT, ça n'a rien à voir avec celle-ci. Alors ce qui est amusant, même si ça n'a rien à voir, on retrouve un petit peu l'esprit de la Corvette quand on regarde ce long capot avant, ces phares, on retrouve quelques similitudes. Tout à fait, je te confirme. Donc cette GT est faite sur une base de châssis de Corvette C6. On a même exactement le même volant que celui de la Corvette, hormis le badge Opel central. Autrement, le volant n'a pas été changé du tout. Et il y a le même esprit au niveau de l'ouverture du capot, je vous montrerai ça tout à l'heure, qui s'ouvre comme le capot de la Corvette. Alors à la base, on est sur une Pontiac Solstice. Après, on a eu aussi sa sœur jumelle qui est la Saturn Sky. Tout à fait. Et donc c'est plus ou moins les mêmes voitures. Alors donc ça a été effectivement au début ça a été la GXP faite par Pontiac dans les années 2005, de 2005 à 2007 me semble-t-il. Et après donc la firme GM a refait celle-ci qui est qui a un look un peu plus agressif. Donc au départ c'était un moteur 2 litres 4 pardon, mais qui était sous-vitaminé. Et après donc ils ont sorti le moteur 2 litres turbo Ecotec. Qui s'est beaucoup mieux vendu aux États-Unis et donc c'est l'appellation Saturn Sky Redline pour la version turbo. D'accord, on peut dire en quelque sorte c'est un petit peu la plus américaine des européennes, plus ou moins. Tout à fait, je confirme. Alors du coup, qu'est-ce qui a porté le choix sur cette voiture pour toi ? Alors bon, j'étais déjà amoureux de la marque puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis propriétaire de la GT. Quand celle-ci est sortie, effectivement, elle me faisait de l'œil. En 2007, j'étais allé la voir en concession Opel. Bon, j'avais pas les finances à l'époque pour en acheter une neuve. Et dès que j'ai pu, donc j'étais vraiment amoureux de ce type de voiture et de ce modèle-là. Donc mon choix s'est porté dessus sans aucune hésitation et je regrette vraiment pas, quoi. C'est une voiture qui est vraiment au top. Alors il y a eu très peu d'exemplaires de produits, on peut parler de collector? Oui, tout à fait. Donc pour la France, il y a eu à peu près 450 exemplaires. Pour l'Europe, donc 7515 véhicules en tout pour toute l'Europe. Et à l'inverse, aux États-Unis, donc la Saturn Redline s'est vendue à plus de 35 000 exemplaires, 35 500 à peu près. Donc une production relativement réduite, c'est produite de 2007 seulement jusqu'à 2009. Tout à fait. C'est la crise américaine qui a mis à mal General Motors, qui était à un moment donné en redressement et donc qui a liquidé la marque Saturn qui lui rapportait le moins et elle a été sacrifiée donc pour la survie du groupe GM. Et ce qui a mis fin donc au modèle Opel GT et Saturn Sky. Et selon toi, ce serait comparable à peut-être quelle autre voiture? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire ou peut-être la MX5 Oui, tout à fait. Alors, je te confirme, quand ça a été lancé sur le marché européen, c'était effectivement pour contrer un peu la Porsche Boxer, la MX5, c'était pour essayer de s'insérer sur ce créneau-là. Donc, Opel avait fait une tentative déjà dans les années 2000 avec l'Opel dite déjà GT qui était faite sur le châssis de la Lotus, mais qui s'est vendue à très peu d'exemplaires. Je crois que pour l'Europe, ça a été dans les 7000 exemplaires. Donc, ils avaient fait déjà un premier pas, là, ils avaient un peu tâté le terrain et donc ils ont continué avec celle-ci. Alors on en parle justement de cette Lotus estampillée Opel, c'était le Speedster et justement cette Opel vient succéder au Speedster mais dans un esprit totalement différent. Ah oui, au niveau, c'est beaucoup moins spartiate que son ancêtre, hein, effectivement, au niveau de l'intérieur. Après, je pense qu'au niveau de tenue de route, le châssis de la Lotus était sûrement mieux que le châssis de l'Opel GT, qui est un peu du chewing-gum d'origine. Bon, ça s'améliore très facilement avec quelques barres stabilisatrices et un renfort de châssis. Donc après, on a une tenue de route qui est relativement bonne, tu as pu tester d'ailleurs. Voilà, donc, mais je pense qu'à la base, oui, effectivement, le châssis de la Lotus devait être beaucoup plus performant. En parlant de tenue de route, tu nous montres ça? Allez, ben quand tu veux.
Allez, on va voir ça, c'est parti. En option, là, le rajout, le vérin pour le coffre, qui est vraiment un confort, parce que ça permet d'ouvrir le coffre complètement. La mise en place de la capote est relativement facile. Il faut le faire par contre pour l'ouverture et la fermeture, les vitres légèrement baissées. Ouais. Donc comment ça accroche. Ensuite, il suffit de rentrer les deux tétons là dans les trous. Et voilà, c'est verrouillé. Déverrouillage en sens inverse, l'ouverture du coffre en premier, on débloque la poignée et ça part tout seul dans le coffre. Ensuite, il suffit de tasser légèrement. Là, on n'a plus de place. Et voilà, c'est reparti pour l'aventure. Nous voilà dans cette Opel GT Roadster au bruit magnifique. Découvrir un petit peu l'agrément moteur et la tenue de route. Oui, donc au niveau de la tenue de route, effectivement, ça a été amélioré par des barres stabilisatrices qui renforcent le châssis et on voit la direction est beaucoup plus précise, ça change vraiment tout. Ouais. Il faut savoir que d'origine, niveau châssis, c'est pas ce qui se fait de mieux. Quand elle est sortie, la presse avait tendance à dire que le châssis était un peu mou. Tout à fait, ouais, c'est le châssis de la Corvette, il est sûrement plus à l'aise sur les routes américaines, les longues lignes droites que nos petites routes sinueuses. Donc toi, pour améliorer un petit peu le châssis, tu vas monter sur ressort court avec barre stabilisatrice. Alors donc il y a effectivement, les amortisseurs sont d'origine, parce que d'origine la qualité était relativement bonne. Donc par contre à l'inverse, les ressorts étaient trop souples, donc là c'est des ressorts Bechstein, plus courts de 3 cm et qui sont de meilleure qualité au niveau de l'acier. Donc là déjà on voit, ça fait une bonne différence au niveau de la tenue de route. Après j'ai au niveau du châssis, il y a un tunnel qui normalement est renforcé avec une plaque en tôle. Donc ça c'est pareil, ça a été supprimé et les Américains ont eu la bonne idée de faire une plaque en acier, donc qui renforce déjà bien le châssis aussi. Et après donc j'ai deux barres stabilisatrices à l'avant, une dans le moteur et une dessous, plus sur l'arrière au niveau des roues, et une barre stabilisatrice arrière. Et là comme tu peux constater, ça tient bien la route. Et ça accélère fort. Et ça repart bien. Et du coup niveau moteur, tu es d'origine à part la mission? Alors il a été reprogrammé, donc il y a une admission directe, il a été reprogrammé, donc d'origine c'est un moteur de 264 chevaux, là il tourne à peu près à 305-308 chevaux, il a une reprogrammation aussi au bioéthanol, donc ça permet de rouler 100% bio ou mixte, donc c'est pareil en roulant au bio, au 100%, on gagne encore quelques chevaux au passage, on doit grappiller 4-5 chevaux, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et en termes de consommation, qu'est-ce que ça donne? Alors en consommation d'origine, on tourne à 10 litres. Je crois qu'elle a été donnée pour 9 litres et demi dans ces eaux-là. Fait bon, on tourne plus entre 10 et 11 litres sans trop la bousculer. Et là, ben, en roulant au bio, du coup, tu consommes un peu plus. En règle générale, je tourne à 12 litres, 5, 13 litres. Ça reste quand même raisonnable. Ça reste raisonnable. L'échappement non plus n'est pas d'origine? Alors l'échappement n'est pas d'origine, effectivement au début avec la ligne d'origine c'est vraiment aseptisé comme bruit. Là ben, j'ai eu la chance de rencontrer Pépinox, pour ne pas le citer, qui est un peu le roi de l'échappement, et voilà, du coup il m'a fait quelque chose qui avait vraiment une sonorité que je trouve très agréable. Comme je te disais tout à l'heure,
Ça, on peut pas dire le contraire, c'est sûr. J'écoute plus la radio du coup. Ouais, pas besoin. La musique se fait avec la mélodie du moteur et de l'échappement. C'est ça. Ça suffit amplement. Du coup, tu as eu d'autres voitures avant celle-là. C'est vraiment celle-là qui t'a laissé le meilleur souvenir? Ouais, tout à fait. Bon, après, j'aime bien également ma vieille GT, ma vieille Opel GT. Bon, j'ai fait quelques modifications aussi sur celle-là. Pareil, il y a une ligne inox. J'ai eu la chance de trouver à l'époque une pipe d'admission Weber. Ouais. Donc avec un carbu qui va bien dessus. J'avais modifié aussi la boîte de vitesse, qui est une boîte 4 d'origine. Je suis passé en boîte 5. Ce qui est bien plus confortable, ça 4 ça moulinait un peu. Voilà, et bon, ça c'est des modifs qui sont au niveau de la boîte, c'est des modifs qui sont pas apparentes, ça se voit pas du tout, donc ça dénature pas la voiture. Et après au niveau esthétique, elle est restée complètement dans son jus d'origine. Et c'est une super voiture. Bon, après il n'y a pas les mêmes performances au moteur, c'est 90 chevaux. Oui, elle a vraiment le look de la sportive, mais après les performances sont pas à la hauteur entre guillemets, quoi. On parle de boîte aussi. Donc celle-là c'est une boîte 5 vitesses. Donc ils ont allongé en fait la 5e. Tout à fait. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de mettre une 6e selon toi? Alors pour avoir conduit celle de mon fils, la MR, qui a effectivement la Toyota MR2, qui possède 6 vitesses, effectivement je trouve que c'est pas mal. Ouais. Donc ça aurait pu, je pense que ça aurait pu être une évolution sur cette voiture si la marque n'avait pas été arrêtée et la fermeture de l'usine a arrêté donc la fabrication de la GT, mais je pense que ça aurait pu être une évolution, effectivement. Et du fait que l'usine est fermée, tu disais que certaines pièces sont difficiles à... Tout à fait, sur le circuit français et européen, on a de plus en plus de mal à trouver des pièces. Donc il faut s'orienter sur le marché américain, mais même là, on ne retrouve pas tout, quoi. Toutes les pièces de carrosserie, tout ce qui est... Les ailes sont très fragiles, je te montrerai pourquoi après. Donc pour retrouver des ailes d'origine, c'est mission impossible. Donc par contre, il y a quand même quelques fabricants qui ont refait des moules et qui les ressortent, mais bon, c'est pas des pièces GM d'origine. Et même après, pour la faire entretenir, c'est pas compliqué de trouver des professionnels. Je pense que même chez Opel, c'est pas... Ouais, tout à fait. Donc comme je te disais, d'Opel, elle n'a vraiment que le badge, que les emblèmes, les logos. Donc quand on arrive dans les concessions Opel, les 3/4 ne la connaissent pas. Il y en a qui n'ont même pas les manuels d'atelier pour travailler dessus, quoi. Dès que tu leur dis ce que tu as comme voiture, eux carrément ils ne te la prennent pas. Donc il n'y a vraiment que les anciennes concessions qui en ont vu passer quelques-unes, mais en principe tu leur mets un peu une épine dans le pied quand tu arrives avec ça et ils tournent autour en se grattant la tête, quoi, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire et c'est souvent des réparations un peu aléatoires qui durent dans le temps parce qu'on n'arrive pas à trouver de pièces. J'ai vu une GT immobilisée plus de 6 mois dans une concession Opel pour changer un embrayage parce qu'on n'arrive plus à trouver d'embrayage en France. Voilà, donc après nous par internet on sait où les trouver aux États-Unis, mais eux a priori ils n'ont pas les adresses ou ils ne se donnent pas le temps ni les moyens de chercher et bon, ça fait que sur certaines pannes où il y a des immobilisations de véhicules vraiment longs. Pour quelqu'un qui souhaiterait acquérir un modèle comme celui-ci, ça pourrait être éventuellement un frein à l'achat? Oui, je pense que si on n'est pas amoureux du modèle, effectivement, il y a vraiment quelques défauts, notamment on n'a quasiment pas de coffre. On a l'habitude de dire que c'est une voiture qui a trois boîtes à gants, hein, donc vous en avez 2 à l'intérieur du véhicule, et la 3e boîte à gants c'est le coffre, parce qu'une fois que la voiture est décapotée, on met quasiment rien dedans. Donc ça déjà, ça peut être un frein à l'achat. Et après, effectivement, oui, l'entretien, après c'est un moteur qui est relativement fiable, hein, je veux dire, il n'y a pas de casse-moteur outre mesure. Mais oui, je pense que dans quelques années, la problématique va être de trouver certaines pièces de rechange. Bon, après, sachant quand même qu'aux États-Unis, on arrive à trouver relativement facilement. Et même si ce n'est pas des pièces neuves, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, il y en a pas mal dans les casses. Donc on arrive quand même à trouver des pièces d'occasion. Surtout sur le réseau européen, c'est compliqué en fait. Oui.
vraie voiture de passionné. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, je pense que c'est une voiture qui te fait vibrer déjà au départ quand tu la croises, quand ton regard croise les courbes. Je pense qu'on a un petit déclic, il se passe quelque chose, on devient un peu amoureux. C'est vrai qu'elle a une ligne absolument magnifique. Voilà, et après ça se confirme, j'ai eu la chance tout à l'heure de la conduire. Je pense que ça va te donner un peu une petite piqûre de... C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça donne envie et c'est vrai qu'elle est vraiment plaisante, surtout là avec l'échappement là, qui est modifié. Vraiment, c'est vraiment que du bonheur. Comme maintenant, la grande mode, c'est de mettre les limitations de vitesse dans les agglomérations à 30. Ben, je te dirais que voilà, à la limite, je m'en fous parce que même à 30, le son est agréable. Donc, bon, c'est sûr que je préfère 130 voire 230, mais bon, à 30, ça reste quand même du plaisir. Voilà. On arrive à se faire plaisir en restant raisonnable. Tout à fait. Étant donné la preuve, on va les laisser un peu prendre de l'avance. On va écouter ça. Allez, on accélère. Alors là, t'as tout. T'as le bruit de l'échappement, du turbo. Tu sens que t'as quelque chose de vivant en fait. Ah oui, parce que alors du coup, avec l'admission directe, effectivement, on a un petit bruit chantant de coque. Là, on a toujours l'impression d'avoir chopé un animal qui est coincé dans la calandre. Mais non, non, c'est pas un faisan, c'est pas une poule d'eau. C'est bien l'admission directe qui, en l'occurrence, pour ma voiture, c'est un KN. Qui respire bien, mais c'est vrai que ouais, ça, par moment, ça fait du bruit. La voiture est vivante. Alors voilà, on arrive à la fin de ce reportage de Planète Piston, j'espère que vous aurez apprécié. Patrick, un grand merci à toi, c'était un vrai plaisir de découvrir cette GT. Eh ben Nico, merci à toi surtout pour ton enthousiasme pour cette voiture et de faire partager ma passion et peut-être la tienne, la future. On verra bien. Voilà, donc c'est super de partager avec le plus grand nombre et ben, j'espère que ça sera l'occasion d'en croiser un peu plus sur la route, même si il n'y en a pas beaucoup à vendre, mais n'hésitez pas, c'est une super voiture. Espérons-le. Et puis si vous êtes éventuellement propriétaire aussi, faites-le nous savoir. Donnez-nous vos avis, vos ressentis sur cette voiture. Et d'ici là, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et portez-vous bien. Ciao. Au revoir à tout le monde.